Et nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Chartier, que je vais présenter rapidement avant de lui passer la parole. Hélène, qui est déjà intervenue dans notre cycle de conférences 2 fois, est responsable du développement zéro carbone au C40 Cities. Le C40, c'est le réseau des mégapoles mondiales engagé dans la lutte contre le changement climatique. 40 parce qu'il y avait 40 villes, mais je crois que maintenant il y en a beaucoup plus, elle nous le dira. Et l'équipe qu'elle dirige développe des programmes rassemblant des villes, des acteurs progressistes du secteur de l'environnement bâti afin d'accélérer les bâtiments zéro carbone et la régénération urbaine durable. Elle a été conseillère de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle a également travaillé pour l'agence d'urbanisme de Paris, la PUR, et ainsi que pour le cabinet d'architecture et d'ingénierie globale, ARUP. Hélène a vécu à Londres, New York, à Paris, et je crois qu'elle est actuellement en Espagne, à Barcelone. Je lui passe la parole tout de suite. Hélène, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation et je suis contente d'être là. Je vais partager mon écran pour commencer parce que je sais que vous avez un petit peu de retard et moi j'ai une réunion juste après, du coup qu'on ait le temps un petit peu de présenter quelque chose et peut-être de discuter. Donc je partage mon écran, j'espère que vous le voyez. Ça y est, on le voit. Donc, le C40, c'est un réseau des grandes villes. J'ai tendance à dire parfois que c'est un peu comme l'ONU des villes sur le changement climatique. Donc, on est un réseau qui englobe 100 des plus grosses villes du monde, 97 exactement aujourd'hui. Et à la base, c'est un réseau de maires qui a été créé il y a 20 ans un peu plus de 20 ans par le maire de Londres de l'époque, qui s'appelait Ken Livingstone. Et l'idée, c'était de dire les États n'avancent pas assez vite sur le changement climatique. Donc, ces maires ont commencé à s'appeler, à discuter sur qu'est-ce qu'ils faisaient les uns les autres et à s'inspirer. Et puis, au fur et à mesure, la taille du réseau a grandi, puisqu'on était effectivement, au début, ils étaient 40 et maintenant, on est à peu près 100. Et surtout, le support donné aux villes est beaucoup plus grand. Donc maintenant, on est non seulement en contact avec les maires, mais aussi avec les adjoints et l'ensemble de l'administration sur l'ensemble des sujets qui sont en lien avec le changement climatique et bien sûr, nombreux sujets. Donc, toutes les grandes villes, toutes les grandes capitales et les grandes villes font partie du réseau. Je ne vais pas les citer, vous les voyez avec les petits points sur la carte. Donc, pourquoi l'action des villes ce que nous montrent les récentes COP, c'est que quand même s'il y a certainement des avancées au niveau des États, c'est quand même assez long. C'est aussi le mode de gouvernance de la COP qui fait que les accords sont difficiles, ils sont généralement généraux, c'est-à-dire qu'ils englobent l'ensemble des émissions et donc ils ont tendance à être un petit peu lourd. À côté de ça, on a un modèle de discussion avec les villes qui finalement est un peu plus flexible et qui permet de faire avancer beaucoup de villes plus vite dans leurs engagements. Donc, par exemple, le C40, on a travaillé avec l'ensemble des 100 villes du réseau pour faire leur plan climat aligné sur les objectifs des accords de Paris. Nous, on est restés, et les villes de notre réseau sont tous restés sur les accords de Paris, ce qui n'est plus le cas des États. Donc, les accords de Paris, c'est la neutralité carbone à 2050 et réduire de moitié d'ici 2030. Donc là, par exemple, il y a on a aussi coordonné pour ouvrir ce réseau, ce qu'on appelle la Race to Zero. Et donc, il y a aussi aujourd'hui plus de 1050 villes qui se sont engagées sur les mêmes ambitions que les villes du C40. Mais essayons de regarder un petit peu c'est quoi la stratégie des villes pour faire face au changement climatique. Donc déjà, l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur là où les émissions sont les plus fortes. Donc, il y a 3 grands secteurs d'émissions dans les milieux urbains. D'abord les bâtiments, puis les transports avec à peu près 35% et ensuite viennent ce qu'on appelle les déchets, puis il y a quelques autres après. Mais c'est vraiment là que les villes accélèrent leurs efforts. Donc on voit que le bâtiment est finalement le premier poste, après ça dépend d'une ville à l'autre bien entendu, mais vraiment le premier poste sur lequel les villes doivent se focaliser dans leurs actions climatiques. Quelques chiffres que je trouve importants et qui montrent à quel point le secteur de l'immobilier a une responsabilité
extrêmement importante dans la crise climatique, mais du coup aussi un rôle majeur en fait à jouer. Et en ce sens, je trouve que c'est une période difficile mais intéressante pour le monde de l'immobilier. Donc, tout d'abord, se poser la question de la construction. On sait aujourd'hui que le taux de construction dans le monde est très élevé. Il a un tout petit peu baissé au moment du Covid, mais il est encore très élevé. On estime qu'il y a l'équivalent de la surface construite d'une ville comme New York qui est construite chaque mois dans le monde. Donc, c'est comme si on rajoutait l'équivalent d'un New York chaque mois dans le monde en termes de nouvelles constructions. Ce qui pose quand même un peu des questions parce qu'on se demande si même si on arrive à construire zéro carbone ou bas carbone, etc., est-ce que c'est sustainable? Est-ce que c'est quand même un modèle durable de construire autant? Voilà, c'est une question qui est ouverte et qui est ouverte en tout cas entre les villes du C40 aujourd'hui de manière importante. À côté de ça, il y a un manque de focus sur le bâtiment, l'espace bâti existant, puisque on sait qu'une des actions majeures, ça doit être bien sûr de rénover la rénovation énergétique des bâtiments, et en fait, le taux de rénovation est assez faible, en fait, à travers le monde, à travers les grandes villes du C40, on est à moins de 1% par an du stock bâti qui est rétrofit, qui veut dire en anglais rénovation énergétique. Donc, on a ces deux chiffres qui sont importants. On continue de construire énormément et à côté de ça, la rénovation énergétique des bâtiments qui finalement n'est pas du tout assez rapide. Il y a deux grandes catégories d'émissions quand on parle de bâtiments et c'est important de faire la différence parce que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a ce qu'on appelle les émissions d'abord opérationnelles qui sont en fait les émissions de l'occupation du bâtiment. Ce sont celles qu'on a calculées, que les villes calculaient seulement jusqu'à il y a encore quelques années. C'est des émissions qu'on connaît bien et aujourd'hui, toute la technologie est en place pour faire en sorte que les bâtiments, donc l'usage des bâtiments, donc l'électricité, la chaleur qu'on utilise pour l'énergie qu'on utilise pour chauffer les bâtiments, on sait aujourd'hui à peu près arriver à net zéro. Notamment dans les constructions neuves, aujourd'hui, toutes les technologies sont en place. Le vrai défi, c'est d'accélérer, comme je le disais, la rénovation énergétique des bâtiments et puis, bien sûr, de décarboner l'énergie et d'investir dans des infrastructures énergétiques pour cela. Quelques exemples de villes qui accélèrent beaucoup sur leur plan pour réduire les émissions opérationnelles des bâtiments. Je pense que la ville de New York aux États-Unis est peut-être la ville un peu pionnière. Il faut savoir qu'à New York, du fait de la typologie de leurs bâtiments, ils ont, eux, 70% de leurs émissions qui viennent de l'environnement bâti. Donc, c'est vraiment là où tous les efforts climatiques se focus pour la ville de New York. Et donc, la ville, en 2019, a mis en place un grand plan pour obliger l'ensemble des propriétaires fonciers, des propriétaires immobiliers de la ville de New York, de mettre en place un plan de rénovation énergétique. Et donc, la ville a mis en place une task force qui accompagne chacun des propriétaires immobiliers, parfois des multipropriétés, pour organiser ça avec des aides, des réductions d'impôts, mais aussi surtout des aides techniques pour la mise en œuvre. Donc, c'est vraiment l'élément important pour la ville de New York. À côté de ça, on voit aussi, et là, c'est un exemple à Séoul, en Corée, qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, très souvent, on a imaginé que la production d'énergie renouvelable, elle se faisait uniquement dans le milieu rural, mais on voit aussi une grande accélération de la production d'énergie renouvelable en ville. Et la ville de Séoul, par exemple, investit très, très, très massivement sur le développement des énergies solaires dans la ville avec des supports qui ont été mis en place pour accélérer le développement des énergies solaires dans la ville, notamment sur les bâtiments. Mais donc ça, c'est la première catégorie d'émissions qui est finalement celle qu'on connaît bien et on sait ce qu'on doit faire, c'est juste accompagner cette rénovation énergétique, développer les énergies. Le deuxième sujet qui est aujourd'hui, je dirais, après avoir été complètement oublié, quand même maintenant au cœur de beaucoup de discussions, ce qu'on appelle les énergies grises. En fait, en anglais, on appelle ça des embodied emissions, que je trouve
plutôt plus simple à comprendre, les émissions intrinsèques qui sont liées finalement aux activités de construction. Ce qu'on essaye ces émissions intrinsèques, finalement, elles reflètent tout un champ d'émissions, est une partie de tout un champ d'émissions qui a été complètement pas calculé. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Quand on calcule les émissions, il y a 3 scopes, le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et finalement, le scope 3 correspond à tout ce qui est la chaîne de production, c'est-à-dire pas l'usage des choses, mais la production. Donc là, on parle de l'immobilier, mais c'est la même chose pour les voitures, pour votre jean, notre pantalon, c'est-à-dire que toute la chaîne les émissions qui sont liées à la production de ces choses-là. Et donc, les embodied emissions, c'est les émissions qui sont liées à la production de la construction. Et ces émissions du scope 3, en particulier les émissions de la construction du scope 3, et finalement, jusqu'à très peu de temps, elles étaient calculées par personne. Et en fait, on se rend compte que c'est des émissions qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on estime que dans les villes du C40, c'est à peu près 1/3 des émissions du bâtiment. Donc, 2/3 sont les émissions opérationnelles dont je parlais avant, et 1/3 sont les émissions intrinsèques. Elles sont donc importantes, loin d'être négligeables, mais surtout, elles sont aussi importantes parce qu'en réalité, quand on regarde l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment, elles produisent forcément un énorme pic d'émissions au début d'un projet. Donc, quand un projet calcule les émissions, finalement, il y a les émissions qui sont un peu lissées sur l'ensemble du cycle de vie, de l'ensemble de la vie du bâtiment, donc il va pareil souvent jusqu'à 50, 60 ans. Et puis, on a les émissions plus ponctuelles, des émissions liées à la construction, ces émissions intrinsèques. Et comme on est dans une logique de dire il faut absolument accélérer la réduction dans cette décennie, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et dire finalement notre meilleur outil aujourd'hui pour réduire ces émissions, c'est de réduire ce pic d'émissions au moment de la phase de construction. Donc, les émissions en lien, les émissions intrinsèques, les objectifs aujourd'hui, c'est déjà la transparence, c'est-à-dire d'exiger que tous les projets réduisent leurs émissions intrinsèques, soient transparents sur leurs émissions intrinsèques. On a plusieurs villes qui ont été pionnières comme Oslo ou Vancouver qui ont demandé la transparence et les analyses de cycle de vie il y a déjà plusieurs années. Et on ne sait pas aujourd'hui construire en faisant zéro émission intrinsèque. Quand on dit des projets net zéro opérationnels et intrinsèques, ce qui veut dire ça veut dire qu'on utilise des offsets en réalité. Parce qu'aujourd'hui, un très bon projet qui utilise des matériaux de manière plus efficiente et des matériaux plus bas carbone, on arrive à réduire à peu près les émissions opérationnelles d'environ 50 à 60% par rapport à un projet type. Mais on ne sait pas arriver jusqu'à zéro. Et quelle est la stratégie? La première stratégie, qui est en ligne avec ce que je disais avant, c'est vraiment d'abord comment on utilise mieux ce qu'on a déjà, comment on essaye de transformer ce qu'on a déjà, réutiliser, réduire la vacance des bâtiments pour réduire finalement la construction à travers le monde, qui est finalement le bâtiment le plus bas carbone, c'est celui qu'on ne construit pas. Le deuxième objectif, c'est de construire pour le futur. On a trop de bâtiments qui sont construits dans une logique d'être remplacés dans les 50 ans. On y viendra. Donc, construire pour le long terme d'une manière à éviter ce cycle reconstruction, démolition-reconstruction qui est très carbonevore, et puis d'essayer de construire bas carbone en utilisant des matériaux de construction notamment qui sont moins émetteurs. Donc on sait que les deux gros matériaux qui produisent le plus d'émissions étant l'acier et le ciment. Donc, il faut trouver des alternatives à ces deux matériaux. Donc, si on revient un peu sur ce qu'on disait, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui regardent un petit peu la question de la vacance des bâtiments. Beaucoup de villes à travers le monde se retrouvent dans ce paradoxe d'avoir finalement beaucoup de bâtiments qui sont vacants ou peu utilisés, et à côté de ça d'avoir une pression sur la crise du logement qui est forte. Donc en France, par exemple, il y a des études qui ont montré récemment qu'il y a 8% du stock de la France qui est vide, complètement vacant, et ne serait-ce qu'à Paris, il est à peu près à 8,5% du stock des appartements qui sont complètement vides. Si on ajoute à ça les bâtiments secondaires qui sont en moyenne
moyenne utilisées en France 3 semaines, 3 à 4 semaines, elles sont occupées. On se retrouve avec à peu près 18% du stock des bâtiments en France, des logements en France qui sont aujourd'hui complètement vides ou sous-occupés, ce qui pose aussi des questions de stratégie nationale. Il y a une ville, mais il y a des villes qui commencent à agir sur ce sujet. Et l'exemple le plus frappant, c'est peut-être encore une fois celui de Vancouver au Canada, qui a mis en place, il y a déjà à peu près 5-6 ans, une taxe qui s'appelle Anti-Home Tax, une taxe contre les bâtiments vacants, qui en fait allait taxer les propriétaires immobiliers qui n'utilisaient pas leur bâtiment. Ils ont réinvesti l'ensemble de cet argent en logement social et en fait la taxe a été tellement marché puisqu'ils ont réussi de réduire à peu près 25% de leur logement vacant avec notamment cette taxe, que le maire a triplé le coût, la taxe en 2021 et il a déjà annoncé qu'il allait le multiplier par 5 en 2023. Là, on parlait des logements, mais la question, elle se pose de plus en plus, et encore plus avec l'accélération des manières de travailler un peu plus flexibles, sur la question de le sous-usage ou même la vacance des bureaux. Donc, il faut se focaliser sur les bâtiments qui existent déjà. Et en fait, et notamment en France, avec des architectes un peu pionniers comme Lacaton et Vassal, qui ont eu le Pritzker Prize en 2021, il y a quand même une espèce d'architecture régénérative qui est en train de s'exprimer et d'arriver. Maintenant, il faut convaincre les acteurs de l'immobilier de transformer leur business model pour aussi se focaliser sur ces projets-là. Et donc, voilà, ici, un projet un peu connu, un peu phare sur comment des bâtiments que généralement on détruit, comment finalement on peut investir pour les transformer. Il faut aussi, comme je le disais, il y a toute une réflexion qui commence à partir sur, mais finalement, 90% des bâtiments qu'on détruit, ils n'ont pas de problème structurel. Ils ne sont pas du tout des bâtiments qui sont en danger. On ne les détruit que parce que leur esthétique ne fonctionne plus, et puis ou parce qu'ils ont été conçus d'une manière tellement rigide qu'en fait, on ne sait plus transformer les usages à l'intérieur et que les usages fonctionnent pas très bien pour ce qu'on voudrait en faire. Et donc, du coup, on détruit pour ces raisons-là qui sont un petit peu des mauvaises raisons. Et ça pose beaucoup de questions sur la réversibilité des buildings et comment on peut finalement construire des bâtiments qui sont beaucoup plus flexibles dans leurs usages, qui leur permettraient de s'étendre, d'étendre leur vie dans le temps. Et je trouve que là, pour être un peu dans la caricature, mais quand on regarde les bâtiments Haussmann type de Paris, ce sont des bâtiments qui sont extrêmement réversibles. Vous êtes incapable dans l'esthétique de voir si c'est des usages de bureaux ou des usages de logement. La plupart de ces bâtiments ont été d'ailleurs transformés 15 fois de manière, et puis finalement leur configuration fait qu'ils sont assez faciles à transformer, ce qui est l'inverse de l'architecture qu'on a développée depuis les années 60, qui est vraiment extrêmement... on construit un usage, on ne construit plus un bâtiment, et qui finalement pose beaucoup de questions quand les usages transforment. Et en ce sens, on a des projets qui sont quand même un peu de réflexion. Il y a un projet, le projet de la Porte de Montreuil, qui est discuté sur plein d'autres raisons, mais qui est en soi assez intéressant. Non seulement c'est un projet qui est zéro carbone dans l'ensemble du cycle de vie, donc ce qui veut dire avec aussi des offsets, mais les matériaux qu'ils ont utilisés sont uniquement des matériaux locaux et biosourcés, donc vraiment une réduction minimale de l'utilisation des bétons et de l'acier, mais surtout, et c'était mon point ici, l'ensemble du design a été fait de manière un peu à la modèle de Haussmann, à ce que finalement ce soit des espaces qu'on puisse très très facilement transformer, et notamment du bureau à logement. Mais on doit aussi réfléchir au-delà du bâtiment. On sait que le problème, c'est aussi le modèle d'urbanisme qu'on a poussé depuis l'introduction de la voiture, depuis l'après-guerre. Donc, ce modèle d'urbanisme qui a été notamment théorisé par les modernistes, Le Corbusier et compagnie, a finalement
promu un modèle d'urbanisme qui était pensé pour la voiture et qui a créé de l'étalement urbain et qui a créé aussi ce qu'on a une spécialisation des quartiers. Donc, on avait Marne-la-Vallée d'un côté, dans lequel les gens vivent, et de l'autre côté, on a la Défense, et puis on crée des grands réseaux de transport qui connectent tout ça, dans le meilleur des cas des transports publics, dans le pire des cas des transports routiers. Et finalement, on a créé des besoins de développement, on a augmenté la taille des bâtiments, et finalement, avec ce mauvais modèle d'urbanisme, on a finalement créé beaucoup des problèmes que les villes vivent aujourd'hui, la pollution de l'air, une augmentation des émissions, et aussi une réduction de la qualité de vie avec des temps de trajet très très longs, des quartiers qui manquent de vie ou d'aménités, etc. Donc il y a en ce moment une grande discussion qui a été accélérée un petit peu par le Covid et puis différentes approches sur il est temps de faire une nouvelle charte d'Athènes et de créer un nouvel modèle d'urbanisme pour contrecarrer celui qui finalement n'est pas si vieux, qui date des années d'après-guerre. Et il y a 4 grands principes de cette nouvelle urbanisme durable et résilient qui est discuté. La première chose, c'est de focaliser sur la régénération urbaine et de limiter les greenfield development, comme on dit en anglais, donc la construction sur des terres agricoles. Donc, c'est toutes les réflexions qu'on voit au niveau national sur la ZAN, hein, qui sont des éléments qui sont extrêmement importants et qui, on voit bien, reçoivent beaucoup de pushback, comme on dit en anglais. La deuxième chose, c'est aussi de créer des villes beaucoup plus polycentriques, de stopper cette spécialisation des quartiers pour créer ce qu'on appelle, par exemple, dans les quartiers en Amérique du Nord, ce qu'on appelle les quartiers complets. Et créer des espaces, les espaces publics, d'arrêter de les penser uniquement à travers l'objectif de la voiture, mais de les penser aux besoins des gens, d'un point de vue de se déplacer avec d'autres modes de déplacement, mais aussi de créer des espaces de convivialité. On dit souvent que l'espace public, c'est le living room, c'est le salon d'un quartier, donc, et le penser de cette manière. Et enfin, le besoin d'introduire la nature en ville, on y reviendra, dont on redécouvre les bienfaits au sein des villes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de ville polycentrique qui serait fait de cette mosaïque de quartiers complets? Finalement, des quartiers complets, c'est un quartier dans lequel on a un mix de gens avec aussi des différentes variétés de logements, un mix d'usages, la mixité fonctionnelle. On connaît bien dans les centres-villes et dans les villes, mais qu'on a complètement arrêté de développer dans les aires métropolitaines. Et puis notamment de s'assurer que finalement, dans chacun de ces quartiers, on a les aménités, les commerces de proximité, des cœurs de ville qui sont à même de réduire finalement les besoins de transport des gens, puisqu'ils peuvent trouver ça près de chez eux. Donc, c'est tout ce concept autour de la ville du quart d'heure qui est loin d'être un nouveau concept qui a été poussé par Jane Jacob aux États-Unis dans les années 60, enfin au Canada et aux États-Unis dans les années 60, par Jan Gehl, l'urbaniste danois, il y a déjà plusieurs années, et par notre ami Carlos Moreno qui a poussé aussi ce modèle depuis déjà de longues années. À travers le monde, on voit vraiment qu'il y a une accélération et finalement, la ville de Paris a été assez pionnière et citée très souvent comme exemple à travers le monde pour ce modèle de la ville du quart d'heure. Mais quand on regarde, en réalité, ils prennent des noms extrêmement différents, que ce soit en Chine où on parle souvent de 15-minute community life circle, c'est quelque chose qui a poussé beaucoup Shanghai et maintenant qui est développé dans 50 villes chinoises, mais on le voit à Portland, à Vancouver, à Bogota. Et ce qui était intéressant, c'est que le rapport du GIEC, pas celui qui est sorti il y a quelques semaines, mais celui précédent, a mentionné ce modèle d'urbanisme en disant vraiment l'urbanisme est central dans l'action climatique et finalement par adopter ces mesures dont je parlais avant, le polycentrisme, la mixité fonctionnelle et finalement le ralentissement, voire l'arrêt de l'étalement urbain, on pourrait réduire de à peu près 25% les émissions d'ici 2050.
Donc, l'urbanisme a une action clé, en fait, pour les villes dans leur action climatique, ce qui n'était pas du tout présent dans les discussions suivantes. Donc, je voulais juste citer qu'est-ce que ça veut dire cette ville du quart d'heure, parce qu'en fait, en fonction de la typologie d'un quartier, ça prend forcément plusieurs formes. La ville de Paris, donc, qui est par nature une ville dense, a essayé de travailler sur ce concept en mettant en place une série de mesures. La première chose, c'est ce qu'elles ont appelé les rues aux écoles, de dire dans chaque quartier, finalement, les écoles doivent être la capitale du quartier, et donc ça doit être des endroits où les gens peuvent socialiser, où les gens sont bien. Et donc, ils ont mis, avec ce projet de rue aux écoles, finalement, ils ont piétonnisé les rues adjacentes des écoles et créer finalement des espaces où les parents et les enfants pouvaient rester et jouer avant, après l'école. Ils ont fait une deuxième chose qui est assez intéressante, de dire comment on crée plus d'espaces verts, des parcs qui sont aussi des lieux de convivialité dans les quartiers, mais de dire aujourd'hui, Paris s'est construit, on n'a pas d'espace, de dire finalement on va utiliser les cours d'école comme des nouveaux parcs. Et pour ça, ils ont investi les budgets des espaces verts de la ville pour finalement enlever les asphaltes et créer des cours d'école qui ressemblent plus à des parcs. Et ils les ont ouverts après les heures d'école, pendant les week-ends, pendant les vacances, ce qui finalement répondait aux vrais besoins des familles. Et donc ainsi, avec cette stratégie, ils ont réussi à rajouter 100 petits parcs de proximité à travers Paris. Il y a l'objectif de la ville de Paris de réduire de 50% des espaces de parking et de les transformer en des espaces, notamment des espaces verts. Et puis, il y a cette agence qui aujourd'hui, la CEMAEST, qui est une agence qui a été créée il y a déjà longtemps par Delanoë, qui aujourd'hui, la métropole est en train de faire quelque chose de similaire pour soutenir le commerce de proximité, de dire que la qualité de vie dans un quartier, c'est aussi son cœur de quartier, et même si c'est du privé, finalement, d'avoir une boulangerie, une poste, tous ces services de proximité, c'est aussi ça la qualité de vie dans les villes. Et donc, cette agence publique qui finalement préempte certains locaux, soit vides, soit occupés, pour y mettre ces services de proximité importants. Donc ça, c'est la stratégie ville du quart d'heure de la ville de Paris. On a un autre exemple qui est extrêmement intéressant, qui est un peu similaire, qui est celui de Barcelone. Donc Barcelone, nous on a Haussmann, eux ils ont Cerda, et qui finalement, ils ont créé... ils ont décidé, un peu dans la même idée, de dire on n'a pas d'espace vert, il faut transformer nos espaces publics. Et donc, ils ont, tous les 4 rues, créé ce modèle qu'on voit bien sur le schéma, avec des rues principales qui gardaient une fonction de circulation, et au cœur de ces blocs, de ces super blocs, finalement, une complètement transformation des espaces publics pour que ce soit... donc, ils ont mis des playgrounds, des jeux d'enfants au milieu des espaces. Ils ont utilisé le tactical urbanisme pour tester. Et puis, aujourd'hui, ils ont testé 3 quartiers comme ça. Et ça a donné vraiment des résultats assez surprenants pour la qualité de vie des gens, la vitalité économique de ces quartiers-là. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de généraliser ce nouveau modèle d'organisation des espaces publics à l'ensemble du centre-ville de Barcelone. Un autre exemple que je voulais citer, qui est important, c'est celui de Vancouver, et qui est vraiment une ville qui lead sur beaucoup de sujets, qui est en train complètement de refaire son PLU sur la base de ce modèle. Ils appellent ça des walkable complete neighborhood. Et donc, toute leur stratégie urbanistique, c'est de dire, d'identifier les différentes typologies de quartiers. Donc, il y a les quartiers qu'ils appellent urban village, qui sont finalement les quartiers résidentiels moins denses, les quartiers plutôt centraux, etc., etc. Et ils ont identifié des stratégies d'urbanistes différentes pour chacune des quartiers, dans l'idée d'aller vers ces walkable complete neighborhoods. Donc, par exemple, dans les quartiers résidentiels de basse densité, ils sont en train de faire tout un travail de infill policy, donc ce serait la construction de la ville sur la ville, on dirait en France, pour finalement redensifier le quartier et notamment développer des centralités, des main streets, comme il dit, dans chacun de ces quartiers.
Ils essayent aussi de proactivement, un peu comme le fait Paris avec la CEMA Est, créer des nouvelles opportunités pour des services de proximité, et ils sont aussi en train de transformer leurs espaces publics un peu à la manière de Barcelone, mais dans le style nord-américain. Ce sujet si on regarde le contexte nord-américain, on sait aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites notamment par Berkeley aux États-Unis qui ont montré que finalement, l'arrêt de l'étalement urbain et ce qu'ils appellent le infill housing ou le infill policy, qui est finalement déréguler l'urbanisme pour permettre la densification des zones résidentielles. Aujourd'hui, c'est pour beaucoup de villes américaines, c'est le première action nécessaire en termes de réduction des émissions. Donc, il y a beaucoup de villes, et la ville de Portland en Oregon est vraiment la ville qui a été la pionnière sur ces questions de densification des zones pavillonnaires, avec vraiment beaucoup d'exemples que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui sont très intéressants. Le dernier élément que je disais que je voulais souligner, c'est vraiment l'importance de la nature. Je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais cette image de la pure est vraiment intéressante pour montrer que non seulement c'est la qualité de vie en ville, mais ça a vraiment un rôle très sérieux sur la réduction des îlots de chaleur. Avec l'accélération du changement climatique, toutes les villes sont en train d'accélérer sur leur plan d'adaptation. Et l'outil principal, c'est vraiment la déperméabilisation des sols pour laisser les sols respirer et l'introduction de la nature. On le voit bien sur ce diagramme, il y a 2 niveaux. Bien sûr, les endroits plus verts, moins denses, de fait, peuvent réduire les pics de chaleur d'à peu près 5 à 8 degrés, mais on voit aussi, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde parte vivre dans la campagne, sinon on va bétoniser la moitié des zones agricoles. Donc on a besoin que les gens restent en ville, mais on a besoin de les protéger de ces îlots de chaleur, et on voit bien que quand on introduit de la nature dans la ville, on arrive à faire baisser localement la température. Donc c'est un travail que beaucoup de villes font. On sait, l'OMC, WHO, ils ont identifié que d'un point de vue qualité de vie, c'est aussi important. Si on veut rendre la vie en ville vivable et agréable, il est estimé qu'on devrait à peu près chaque habitant devra avoir accès à peu près 9 mètres carrés d'espace vert. Et il faut noter que, notamment dans le Grand Paris, on a la moitié des villes qui n'ont pas du tout cet accès aux espaces verts, et les villes les plus pauvres étant celles qu'on en le moins. Donc, on a les villes qui accélèrent avec cette stratégie autour de 3 niveaux de nature. Il y a le besoin du grand parc, celui où vous allez courir, celui qui permet vraiment de permettre cette biodiversité et une grande baisse de température. Et le deuxième niveau de nature est ce qu'on appelle les pocket parks. Donc, c'est un peu les cours aux écoles, les cours oasis qu'on mentionnait à Paris, c'est-à-dire les petits parcs qui sont importants, notamment pour la proximité, les familles, les petits-enfants. Et puis, comme dit en anglais, on appelle ça la green throughout stratégie, c'est-à-dire remettre finalement aussi des arbres et de la végétalisation dans les rues, dans chacun des espaces publics pour faire de l'ombre et puis faire respirer finalement la ville et lui permettre de lutter contre les îlots de chaleur. La ville de Medellín en Colombie a été vraiment la ville pionnière il y a déjà à peu près 10 ans, et qui ont vraiment la première ville à replanter dans la ville. Et c'est intéressant parce que ils ont réduit à peu près, en moyenne dans la ville, à réduire à peu près 2 degrés de température au moment des grandes vagues de chaleur. Et c'est la première ville qui a permis aux experts d'aller faire les mesures avant-après et de confirmer le rôle de la nature et de la déperméabilisation des sols pour réduire les températures. Je crois que c'est ma dernière slide, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation.